Bonjour à toutes et tous et merci d'être présent pour cette 10e rencontre organisée dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF, la 10e et la dernière. Pour conclure ces 10 rencontres, on parlera aujourd'hui de l'héritage de Paris 2024. Que doit-on en attendre en termes d'héritage matériel, immatériel? Avec qui doit-on le construire? C'est la question que je vais poser aujourd'hui à mes invités, donc Cédric Gosse, qui est président de la Fédération française de triathlon, Hugo Bourbière, qui est maître de conférence à l'université Rennes 2 en STAPS et qui est spécialiste de la question des grands événements. Et puis va nous rejoindre Fatima Bienvenue, qui est présidente d'un club, une fois n'est pas coutume, affilié à la FSGT, le club Les Pâquerettes, qui propose des activités de danse handi-valide et qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Alors, hier, c'était les 100 jours avant les Jeux paralympiques de Tokyo. On ne va pas questionner aujourd'hui l'héritage de Tokyo, mais bien celui de Paris. En 2017, quand la décision a été prise à Lima, on était loin d'imaginer un tel contexte sanitaire, économique, social aujourd'hui. Évidemment, ce contexte peut changer et va certainement changer la donne pour Paris 2024. On ne peut pas non plus ignorer le contexte de 2017 qui a abouti seulement à 2 candidatures, celle de Paris pour 2024 et celle de Los Angeles 2028. Donc, quel impact aussi pour les populations et comment faire de Paris 2024 un enjeu pour le développement d'un sport associatif pour toutes et tous au plus près des besoins de la population, de notre société et des enjeux aussi de citoyenneté. Alors, je vais commencer par donner la parole à Hugo Bourbière pour justement, Hugo, que tu nous présentes un état des lieux de ce qu'est un héritage, la définition peut-être d'un héritage des Jeux olympiques et paralympiques et d'un bilan que toi, tu peux présenter aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, Emmanuel. C'est vrai que c'est l'occasion aujourd'hui d'échanger sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, pour rentrer dans le vif du sujet, est peut-être pas toujours discuté de manière assez nuancée, à savoir cette question de l'héritage, mais aussi de l'impact des grands événements sportifs. Parce qu'en fait, s'interroger sur l'héritage, c'est s'interroger sur les leviers qui vont permettre d'impacter sur une période pouvant aller jusqu'au quart de siècle, des vies, des territoires et des organisations. Alors, bon, ça aurait, je pense, échappé à personne et j'aime bien introduire mes interventions par cela, par cet élément de contexte. La victoire de Paris 2024 a quand même bénéficié du forfait de toutes les autres candidatures, à peu de choses près, sur la base d'un rejet de l'opinion publique. Hein, et on observe plusieurs années maintenant, voire plusieurs décennies, que le choix de candidater à un grand événement se justifie de plus en plus par la promesse d'un héritage à la fois économique et social qui profiterait à toutes et tous. Or, la littérature académique est souvent mitigée sur certains de ces aspects, j'y reviendrai. Alors, pour structurer mon propos dans les 10-12 minutes qui viennent, je vais mettre en avant deux principaux points qui sont donc issus à la fois des travaux que je mène sur cette question depuis bientôt 10 ans déjà, et puis des principaux résultats issus aussi de la littérature. Alors le premier point que je voudrais mettre en avant et sur lequel je vais passer assez rapidement, mais il n'en est pas moins le plus important, c'est l'idée qu'un événement sportif n'a pas d'impact ni d'effet intrinsèque. Autrement dit, pas plus que le sport ne serait vertueux par essence, organiser un événement sur un territoire ne signifie pas de manière mécanique qu'il générera une pléthore d'effets positifs. Dès lors, il convient de s'en saisir comme d'une opportunité pour développer sur le long terme, en lien avec des spécificités locales, des projets qui vont avoir du sens. Là, c'est la volonté des décideurs locaux, les volontés politiques, mais aussi stratégiques, qui va être déterminante pour dessiner les contours d'une stratégie qui va dépasser, pour le coup, les déclarations d'intention. Le problème, c'est que même avec beaucoup de volonté, et on l'a vu, dans des Olympiades passées, la tâche est très ardue. Et justement, en ayant des attentes très élevées, en plaçant les Jeux sous l'aune d'un héritage qui devrait profiter à toutes et tous,
eh bien, on suscite des attentes qui parfois, malheureusement, sont déçues. Pour illustrer cette prégnance des acteurs publics dans cette construction de l'héritage, hein, je voudrais m'appuyer sur une étude, qui est une étude que j'ai menée avec certains collègues de l'université donc de Paris Sud, et notamment qui portait sur l'impact social de l'Euro 2016, l'Euro de football. On s'est lancé dans un recensement de projets donc, afférents à l'événement sur toute la région Île-de-France. En fait, on a essayé de repérer les projets qui, par leur concept ou par leur titre, faisaient référence à l'événement. Et ce que l'on a observé dans ce recensement très extensif, c'est que 50%, c'est-à-dire plus de la moitié des projets étaient organisés directement par l'acteur public. 30% par le mouvement sportif et 15% par des associations non sportives, hein, pour des projets à destination essentiellement de la jeunesse, sur des thématiques, principalement les deux plus importantes étant le développement des APS et la citoyenneté et le lien social. Ainsi, on voit bien avec ces chiffres que l'impact social de l'événement en fait, est vraiment produit, fabriqué par les interventions des acteurs publics, hein, les acteurs aux différents niveaux de collectivité, qui vont eux-mêmes s'appuyer sur les acteurs sportifs, socio-culturels, qui travaillent déjà au quotidien. Et l'événement sportif va être le moyen de mettre cet ensemble en musique. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est justement sur ces dimensions de l'héritage. Quelles sont ces dimensions qui structurent? Alors évidemment, il y en a, l'héritage par définition, il est très large. Je donnerai un élément aussi, le CIO se questionne lui-même aujourd'hui encore sur ce qu'est l'héritage, tant il est peine à être défini et il peut être apprécié de différentes manières. Donc je vais, pour synthétiser mon propos dans le temps qui m'est imparti, simplement insister sur deux dimensions, la dimension économique puis la dimension sociale. Alors sur la dimension économique, on évoque souvent, à travers un discours assez amélioratif, des effets très positifs. Or, là aussi, la littérature est mitigée. Alors, bien que sous certaines conditions très favorables, j'y reviendrai, il est possible d'obtenir un boost dans l'économie locale. Les travaux, ils illustrent surtout la manière presque endémique avec lesquelles les coûts dépassent les retombées, malheureusement. On a en tête les investissements colossaux effectués dans de nombreuses Olympiades avec une ardoise très très lourde laissée aux contribuables. À cet égard, on parle d'un mécanisme qui s'appelle la winner's curse, malédiction du vainqueur en français, qui viendrait peser sur les villes gagnantes, faisant d'elles, finalement, faisant de la ville qui gagne l'enchère, en fait, la réelle perdante à la fin. Et ce jeu de gagnant-perdant qui s'observe à un niveau très macro, s'observe aussi à des niveaux plus micro, puisque les retombées, si elles existent, vont avoir tendance à surtout profiter aux élites politiques et économiques locales, avec un mécanisme qu'on appelle en économie les effets économiques contraires, l'idée qu'un groupe gagnant générerait en corollaire un groupe perdant. Les études d'impact économique aussi ne mesurent, et je voudrais signaler ça, ne mesurent que des impacts monétaires, c'est-à-dire des injections de flux sur un territoire basique. Autrement dit, impact ne signifie pas bénéfice, notamment parce que cet impact-là peut être généré par de la dépense publique pour une grande partie. Pour apporter un peu plus de nuances, une étude sérieuse qui permet de clarifier les choses sur ce point a étudié l'impact économique de plusieurs coupes du monde dans les années 2000 pour montrer que l'impact est nul en fait à l'échelle d'un pays, à hauteur de 0,0 quelque chose % du PIB, mais potentiellement très intéressant au niveau local, notamment pour des villes hautes. Et là, pour le coup, toutes les études se rejoignent sur l'importance des caractéristiques locales qui vont vraiment influer en fait sur l'intérêt ou non de recevoir un événement. Des variables telles que l'inflation, le taux de chômage, les croissances, les exportations. Et à cet égard, il y a un exemple particulièrement vertueux qu'on évoque régulièrement, qui est Barcelone 92. Pour finir sur ce point économique, je terminerai très rapidement par une anecdote avant d'évoquer la dimension sociale. J'ai participé en 2018 aux 50 ans des Jeux de Grenoble et c'était un événement organisé à Grenoble, bien sûr, avec un certain nombre d'universitaires, notamment beaucoup d'économistes. Et c'était très intéressant de les entendre, notamment d'entendre leurs conclusions. C'est-à-dire qu'ils finissaient à peu près toutes et tous avec le même discours, l'idée que de toute façon, sur l'impact économique, c'est très difficile à mesurer. Au mieux, on est capable de repérer des tendances, ce qui est déjà pas mal, mais qu'il faut quand même garder une posture d'humilité.
et qu'il est peut-être plus intéressant de s'intéresser à toutes les dimensions plus immatérielles, plus difficiles à mesurer, qui se trouvent justement du côté de l'impact social. Et de ce côté-là, c'est peut-être, en effet, un volet, de l'héritage sur lequel il y a des choses intéressantes à repérer. Même si, là aussi, hein, je resterai encore dans la nuance, l'événement peut être support de nuisance, hein, de prostitution, de vandalisme, tout autant que de fierté, de bien-être. Le principal problème avec l'impact social, c'est qu'il est difficile à mesurer, hein. Il apparaît, très dépendant du contexte, des configurations locales et il est difficile à énoncer, à comparer et à valoriser. Par exemple, sur l'Euro 2016, dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la fan zone, ne suffit pas à dire que l'événement a suscité, quelque chose d'un point de vue social, hein. Quid des relations interpersonnelles dans cette fan zone? Que reste-t-il à N+1, N+2, et cetera? Le CIO lui-même est très conscient de ces difficultés méthodologiques et développe d'ailleurs une attitude très encourageante, hein, cherche à mettre le pied à l'étrier des chercheurs sur cette question. Prenons quelques exemples, 3 pour aller assez vite. La question de l'emploi, là aussi, selon l'espace, la temporalité, les études vont grandement varier. Globalement, ce qu'on observe sur les Olympiades, c'est une nette hausse de l'emploi dans les secteurs du BTP, des services sportifs, mais souvent, ces emplois restent de court terme ou alors la hausse ne va pas être suffisante pour être appréciée dans des indicateurs macroéconomiques. Sur le logement, c'est pareil. En 2012, l'Est de Londres a obtenu de nombreuses nouvelles maisons, notamment pour la classe moyenne, qui constitue indéniablement les gagnants lors de cette Olympiade, comme souvent, mais a également provoqué en corollaire le déplacement d'autres groupes qui ont dû déménager plus loin dans un processus assez classique de gentrification. Dernier exemple, les activités physiques et sportives de, suscitent là aussi un effet plutôt de court terme, c'est-à-dire que le ruissellement n'existerait, mais plutôt sous la coupe d'un effet de mode, hein. Il peut en effet y avoir un effet, mais il ne s'observe pas dans le temps. Alors pour mettre un peu de nuance et aller vers ma conclusion dans ce constat un peu noir, j'en conviens, mais en même temps, je précise, on l'évoque souvent quand même de manière assez enchantée, hein, l'impact de ces événements, l'héritage. Donc je m'autorise un peu à avoir la mauvaise posture aujourd'hui. Théoriquement, il faut quand même dire que l'événement est à même, bien sûr, de créer ce que j'appellerais une synergie des attentions et des enthousiasmes qui peut susciter des choses très, très positives. Par exemple, l'événement peut, et on l'a observé, hein, abaisser temporairement des barrières sociales, recréer du lien. C'est un support pour créer de la prévention en termes de santé publique, de citoyenneté. C'est clairement quelque chose que j'ai moi-même observé dans mes travaux, un événement qui peut servir de point d'appui à la dynamisation d'une vie associative. Il existe une multitude de projets très locaux qui émergent à Saint-Denis, notamment dans le quartier Pleyel, avec des acteurs comme la coopérative Questa, l'Académie Fratellini, qui, au niveau local, vont créer des choses, là vraiment pour le coup très concrètes, et qui vont utiliser les jeux vraiment comme une opportunité. Et puis, enfin, l'événement peut accélérer l'action publique et clairement permettre de se donner ou de se redonner les moyens de bien faire. Pour conclure et laisser la parole aux autres intervenants, j'ai envie de dire donc, soyons humbles en fait sur cette question de l'héritage. Les impacts positifs et négatifs sur telle ou telle dimension peuvent donc varier dans l'espace et dans le temps, rien n'est acquis. Aussi humble parce qu'on peine à saisir ce qu'est en fait l'héritage, même si on utilise largement ce terme dans les discours. Le CIO lui-même, dans son document de cadrage, je cite pour le coup le CIO, évoque le sens de l'héritage global est très difficile à démontrer. Il n'existe pas d'ensemble de données communs pour servir de référence et évaluer l'héritage des jeux. Les preuves disponibles se limitent trop souvent à des évaluations ex ante, c'est-à-dire en amont et pas assez après. Hein, donc c'est le CIO lui-même qui nous explique cela. Finalement donc, croire que le CIO ou le COJO, pour parler des JOP 2024, n'est exclusivement qu'une machine à faire de l'argent pour les élites n'est pas plus utile, hein, évidemment, que de croire aveuglément, je serais tenté de dire un peu naïvement, que les jeux vont relancer la croissance du pays ou créer du bonheur dans tous les ménages français. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas d'héritage sans volontarisme politique. Et là, pour le coup, et c'est assez intéressant pour l'observateur que je suis,
On observe une variété d'initiatives, des appels à projets, des labels qui se développent déjà depuis plusieurs mois, voire années, depuis l'obtention des Jeux et la session de Lima. Et c'est très intéressant parce que ça prouve déjà en fait qu'un certain nombre de points que j'ai évoqués de manière assez critique dans mon propos sont d'ores et déjà considérés par les promoteurs des Jeux, et à cet égard, c'est tout à fait encourageant et enthousiasmant à observer. Merci beaucoup Hugo pour cette présentation. Et en effet, depuis quelques jours maintenant, le nouveau volet de Impact 2024 a été lancé et permet aux acteurs, notamment et surtout associatifs fédérés, de pouvoir présenter des projets qui sont partagés. Donc ça, c'est important, qui sont portés par plusieurs acteurs différents. Et voilà, donc le but, c'est que ces projets Impact 2024 puissent augmenter de plus en plus d'ici 2024, et notamment avec des sommes évidemment financières plus importantes, partagées par l'Agence nationale du sport, le CNOSF et par le COJOP. On accueille Fatima. Bienvenue Fatima, présidente du club Les Pâquerettes. Et d'abord, je vais donner la parole à Cédric Gosse, président de la Fédération française de triathlon. Alors, ce week-end, il y avait un essai grandeur nature des triathlètes, également des triathlètes paralympiques, là, à 100 jours des Jeux olympiques de Tokyo. Est-ce que la Fédération française de triathlon, j'imagine que oui, évidemment, se projette déjà pour Paris 2024, et surtout, qu'attend-elle en termes d'héritage à la fois matériel et immatériel, et finalement, avec qui faudrait-il ou faut-il construire cet héritage? Bien, merci Emmanuel euh, pour cette invitation. Moi, avant tout, je souhaite, pour bien situer la notion d'héritage pour ce qu'elle représente pour la fédération et le cadrage que j'en ai donné dans ce projet fédéral, revenir sur 3 points importants un petit peu en préambule et qui font écho aux propos juste avant. Pour moi, sur cette question de l'héritage, il y a un premier élément qui est de dire que quand on parle héritage, on évoque la notion du patrimoine transmis, l'usage de quelque chose. Euh, et donc, il s'agit à la fois de donner, mais l'idée, c'est donc d'avoir quelque chose à donner, et l'idéal, c'est d'être dans la plus-value, et aussi de recevoir. Donc, d'apprécier aussi ce que l'on reçoit et d'être en capacité de l'apprécier. Parce que l'héritage, c'est pas juste un acquis. C'est-à-dire que dans un héritage, l'héritier peut changer l'héritage. Cet héritage, il peut être totalement vidé d'un coup, c'est-à-dire il ne prend pas de sens, ou il peut, à contrario, être amplifié. Donc, la question de l'héritage, elle est toujours, quelqu'un disait cela, confrontée à l'autorité d'autrui. Et c'est pour ça que dans cette question de l'héritage pour, euh, pour la Fédération française de triathlon, c'est essayer de transmettre et de construire quelque chose qui permette aussi l'autonomie, de ne pas trop être cadrant, trop enfermant, et au contraire de continuer à innover. Voilà. Le deuxième point, c'est que, et ça a été dit, laisser un héritage positif, ça ne coule pas de source. Ce qui veut dire que cet héritage, il doit être planifié avec précaution, il doit être intégré dans une vision le plus tôt possible, et tenter d'être présent à chaque étape du projet fédéral. Ce qui m'amène au troisième point, qui est donc d'imaginer d'aller plus loin, de dépasser les 3 prochaines années, c'est-à-dire de se projeter dans ce contexte qui est le contexte actuel, qui est porteur, où on voit beaucoup d'initiatives, avec ces jeux qui évidemment sont un événement majeur et qui va tout accélérer. Alors concrètement, pour la Fédération française de triathlon et pour le projet fédéral, comment est-ce que ça s'articule? Alors ça s'articule déjà dans la construction du projet fédéral. Nous avons un projet fédéral qui repose sur 3 axes stratégiques. Le premier, c'est de renforcer la dynamique de proximité et de service. Le deuxième, c'est de poursuivre le développement avec l'innovation et la créativité au cœur du projet associatif.
Et le troisième axe, c'est de maintenir un niveau de performance élevé dans les domaines sportifs et sociétaux. Et donc, ces trois axes, dans le projet fédéral, nous voulons les passer au tamis de la construction de l'héritage. Et pour nous, ça veut dire la question de la durabilité et la question de l'impact social, c'est-à-dire à la fois la transformation, l'évolution des pratiques, des modes de pratique, l'évolution des mentalités, des idées et on va dire humblement des représentations. Et pour cela, on essaie de se placer dans une posture et cette posture, c'est à la fois l'ambition et l'innovation pour sortir des schémas traditionnels. Nous, concernant l'héritage matériel, sur le triathlon, on y est, j'allais dire, assez peu concerné parce que les infrastructures, certes, c'est bien, mais déjà, moi, je considère que ce n'est pas la finalité, la finalité première de cette question d'héritage. Et pour le triathlon, nous n'avons pas de stade de gymnase de triathlon. Il y a la qualité de l'eau quand même. Il y a la qualité, c'est vrai, il y a la qualité de l'eau. Mais nous, un espace est un espace naturel. Il devient un moment le stade de triathlon et il redevient l'espace naturel. Néanmoins, nous allons redévelopper un projet que nous avions il y a quelques années, qu'on avait abandonné, qui est la question des espaces triathlon, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que sur des espaces naturels, nous avons l'idée de créer des espaces de pratique permettant la pratique de triathlon en autonomie et en sécurité. Mais pour nous, la vraie finalité de l'héritage, c'est le facteur humain et on pense que c'est celui qui fera la différence. Alors, la fédération de triathlon, comme les autres fédérations, comme le Comité national olympique, ont pour moi ont cette responsabilité sociale. On a l'occasion de le démontrer, là, de le mettre en place. Je pense que nous devons faire en sorte d'en sortir différents et nous avons 3 ans pour initier et engager cette transformation. Alors concrètement, c'est, à mon sens, des nouvelles façons de gouverner et d'échange, moins de descendants, plus de collaboratifs. La question que aussi la thématique que le sport s'impose un peu plus dans la vie des personnes comme source de bien-être et d'épanouissement cela passe par l'évolution des offres de pratique, le développement de partenariats interfédéraux. Moi, je pense et j'en suis convaincu hein, que si chaque fédération reste cantonnée à son développement unisport de son côté, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Il me semble que le développement de la collaboration interfédérale est un enjeu majeur, c'est-à-dire il faut qu'on se regarde les uns les autres, il faut qu'on partage nos façons de faire, il faut qu'on partage nos innovations, parce que le cloisonnement, à mon avis, est une impasse. Il faut qu'on développe des nouvelles collaborations qui sont des collaborations inédites avec le monde de l'entreprise, le monde associatif lié notamment à l'économie sociale et solidaire. Et je reviens aussi sur ces notions d'innovation. Nous savons que dans les territoires, il y a beaucoup de projets innovants, c'est-à-dire des personnes qui, face à leurs contraintes et difficultés, euh, inventent des nouvelles façons de faire, de nouvelles modalités d'accueil du public, des licenciés, des offres à des non-licenciés, et nous ne le faisons pas assez remonter, parfois avec des décisions ou des modes d'action qui sont peut-être un peu trop descendants. Et puis, quand on parlait, quand je disais que le facteur humain était très certainement celui qui fera la différence, je crois que nous avons l'occasion, au travers du sport, d'avoir une véritable prise de conscience des enjeux environnementaux. Et c'est aussi un acte que nous souhaitons développer au triathlon. Voilà en quelques mots, et d'une façon un peu synthétique
peut-être un petit peu rapide ce que je pouvais dire sur cette notion d'héritage. Merci beaucoup Cédric. Alors il y a René Char qui disait aussi qu'un héritage ne peut être précédé d'aucun testament. Et donc je complète un peu ce que tu disais dans le sens où évidemment ce sont aussi les générations futures qui finalement devront s'emparer de la question sportive et que ce n'est pas à nous, à la génération d'aujourd'hui, de dire comment le sport doit être demain. C'est à nous d'en faire tu l'as dit aussi, je pense, un peu un objet, en tout cas un sujet citoyen, politique au sens noble du terme. Mais je pense qu'il faut, à mon avis, qu'on arrive à dépasser la seule question de Paris 2024 pour se poser vraiment la question du service public du sport, en fait. Parce que si la France n'accueillait pas les Jeux en 2024, est-ce que finalement on se poserait les mêmes questions ou pas? Je pense que oui. Ce qu'on veut, c'est un avenir où toutes et tous peuvent accéder à des activités physiques et sportives de qualité. Alors Fatima, Cédric a parlé de partage de projets interfédéraux. Toi, le partage, il est au cœur de l'activité de ton club puisque tu proposes des pratiques partagées en 10 valides. Alors peut-être tu peux nous en dire quelques mots et puis ensuite nous dire, toi qui es en Seine-Saint-Denis, qui est une militante associative et sportive en Seine-Saint-Denis, est-ce que tu te sens aujourd'hui concernée par les Jeux olympiques et paralympiques qui seront accueillis en partie sur ton territoire? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous le soyez? Wow, beaucoup de choses. Déjà, bonjour et puis excusez-moi pour mon petit retard, un petit souci d'Internet. Merci Emmanuel de m'avoir convié à cette petite réunion. Alors, je suis donc Fatima, bienvenue. Je suis éducatrice sportive d'activité physique pour tous et à tout âge. Et des activités de remise en forme, d'entretien, d'expression de danse. Et au club des Pâquerettes de Neuilly-sur-Marne, donc dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Et depuis 7 ans, je fais une activité qui s'appelle la pratique partagée. Donc sur la danse, donc on pratique de la danse entre des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Donc c'est une belle expérience, c'est une aventure. Nous arrivons donc à préparer des spectacles puisque nous faisons des galas de pratique partagée et c'est vraiment instructif. C'est une aventure où on voit les personnes bouger et comme disait tout à l'heure Monsieur Bourbière et Monsieur Gosse, c'est du partage et être comme tout le monde. Il n'y a aucune différence. Et voilà quoi. Ce que je peux dire, c'est que par rapport au JO 2024, au niveau du Club des Pâquerettes, on n'a pas on ne va pas dire qu'on n'est pas concerné en soi puisque nous n'avons pas d'athlètes qui vont participer aux activités qui sont proposées. Par contre, c'est la fête du sport quand même. Il faut dire que les JO 2024, c'est la fête du sport. C'est quand même important que la France, on puisse les recevoir. On peut aussi, moi, ce que je disais, promouvoir le sport et ses valeurs auprès des jeunes et de l'ensemble de la population. On utilise beaucoup le sport comme levier de l'inclusion et de la solidarité. Donc, c'est important. Et puis, ce que disait Monsieur Bourbière tout à l'heure, c'est le lien social aussi que peut créer ces JO 2024 et éviter les inégalités et les discriminations. Voilà, donc je pense que c'est très important de penser à toutes ces choses. Merci Fatima. Alors, et Cédric et Hugo, Hugo, tu as évoqué l'impact en termes de proximité sur un territoire donné. Je pense que j'aurais pu aussi choisir d'inviter un GDOS ou un CROSS qui n'est ni en Île-de-France ni à Marseille, par exemple, qui va également accueillir les JOP. J'ai assisté une fois à un déjeuner parlementaire organisé par le COJOP, donc le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et en fait, les parlementaires qui n'étaient pas parisiens ont tous réagi en disant on a vraiment le sentiment que ce sont les Jeux de Paris. Donc, Hugo, est-ce que tu penses qu'il y a un héritage qui est possible au-delà des seuls lieux d'accueil
des Jeux olympiques et paralympiques. Voilà. Est-ce que dans l'évaluation, il y a ce type d'éléments? Ça, c'est une première question. Et deuxième question à toi, Hugo, peut-être aussi, c'est est-ce que l'héritage des villes qui ont accueilli ont permis d'améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les villes sur la question des transports, par exemple? Voilà, je ne sais pas si tu as ces éléments, des réponses sur ces éléments. Oui, alors sur la question de l'héritage, c'est vrai qu'on a en tête notre président Emmanuel Macron, hein, qui avait dit ces Jeux seront les Jeux de la France, qui est quelque chose qui à la fois est assez commun dans toutes les Olympiades et on retrouve ces éléments de langage dans d'autres Olympiades, et à la fois rompt aussi d'une certaine manière avec un certain nombre de projets qui ont pour le coup vraiment l'ambition de faire redescendre, je pense au label Terre de Jeux, pour ne citer que le plus connu peut-être aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Maintenant, il y a deux volets de réponse à cette question. Un volet très, un peu critique parce que qui renverrait un peu à mon propos. C'est de dire non, ce n'est pas automatique. Oui, ça ne m'étonne pas que les autres territoires parlent des Jeux en ces termes-là. Moi, dans mes travaux, même en région parisienne, j'échange avec des acteurs du mouvement sportif et j'entends aussi ce genre de discours, notamment sur l'inclusion de la filière sportive, qui serait encore un peu hésitant, pour faire un euphémisme. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit le cas aussi dans d'autres régions de France. Donc, le premier élément, c'est celui-ci. C'est évidemment que c'est difficile à faire redescendre. Évidemment que ça reste quand même parisien et sécano-dionysien centré. Maintenant, il y a des outils, il y a une ambition. Et c'est vraiment, je pense, aux acteurs des territoires, comme le montrent les études, en fait, de s'en saisir. Et là, pour le coup, après, on peut aussi se demander comment faire, hein, quand on est à Paris, quand on est le COJOP, comment concrètement parvenir à faire redescendre cela autrement que par des appels à projets ou des choses de ce type-là qui mécaniquement vont faire qu'on va retravailler un petit peu avec les mêmes acteurs et va entretenir finalement un réseau qui existe déjà, mais comment faire autrement? Et ça, c'est quelque chose que l'on observe. Donc, à la fois, ça, c'est pour le point un peu critique et la dimension peut-être plus concrète de ma réponse, c'est vraiment que c'est au territoire, parce qu'il me semble, c'est un peu ce qu'a dit Cédric Goss aussi, les acteurs des territoires sont les premiers spécialistes de leur territoire. Et finalement, c'est à eux de prendre les choses en main pour pouvoir organiser une réponse. Quand je parle de réponse, je parle de projet, je parle de processus, de dispositifs, peu importe, mais qui soit à la fois concerté, mais aussi et surtout adapté en fait aux caractéristiques sociodémographiques, aux singularités de telle ou telle activité sportive qui serait mise en avant. Ou encore des spécificités du territoire de manière plus générale, quoi. Donc voilà mes deux volets de réponse. Sur la troisième question, je n'ai pas beaucoup d'éléments à apporter pour n'avoir pas travaillé directement sur ces questions et ne pas être, je ne suis pas spécialiste pour le coup des questions relatives à l'inclusion, notamment pour le handisport et le paralympique. Donc, je suis un peu en peine pour te donner une réponse précise. J'ai envie, pour retomber sur mes pattes, de reprendre en fait mon propos général et de dire que rien n'est mécanique en fait. Et pour connaître d'autres dimensions, j'en ai évoqué, je parlais de l'emploi, j'ai parlé du développement des APS, j'ai parlé d'autres choses. Ce que l'on observe à chaque fois, en fait, c'est que c'est différent selon les territoires et c'est vraiment les caractéristiques locales qui vont faire la différence. Ces caractéristiques locales, elles sont variées, j'en ai déjà donné un certain nombre d'exemples, mais de fait, on peut difficilement présager de ce qui va être en amont. On peut avoir des projets, on peut avoir des objectifs, mais voilà, la difficulté, ça va vraiment être de dépasser en fait les déclarations d'intention. Et comme je le disais, c'est très difficile. Et alors peut-être que j'anticipe un peu, on aura un temps d'échange sur les propositions à la fin, mais il y a un des éléments peut-être sur lesquels je reviendrai, c'est peut-être justement de ne pas être trop ambitieux. Encore une fois, je parlais de l'humilité quand on parlait de l'héritage.
Ne pas être trop ambitieux, c'est ne pas dire les Jeux peuvent tout. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui suscite justement ce décalage, cette défiance grandissante. Aujourd'hui, il n'y a pas eu tellement de débats sur Paris 2024, ce qui fait que Paris a obtenu les Jeux. Toutes les autres candidatures se sont retirées. Mais plus on va annoncer monts et merveilles, en fait, et plus je crains qu'il y ait des déceptions, surtout dans une conjoncture un petit peu particulière quand même, il faut le dire, comme celle que nous connaissons. Donc voilà, humilité, prudence, tout en sachant que le sport peut beaucoup de choses, mais voilà, il faut mettre, mettre les actes aux paroles. Cédric, sur la question des territoires, est-ce que toi, tu as le sentiment que l'échéance, la perspective Paris 2024, elle est imprégnée sur l'ensemble des territoires où le triathlon est développé, ou justement c'est un des enjeux aussi du projet fédéral que de faire cohésion autour de ce projet? C'est la première question. Et ensuite, j'aurais une autre question aussi sur l'enjeu spécifique du haut niveau, puisque le triathlon, ou de la haute performance plutôt, le triathlon, c'est une discipline assez emblématique du point de vue de la haute performance française. Comment peut se traduire aussi l'héritage sur la haute performance du triathlon? Sur la question des territoires, c'est pour nous au cœur du projet fédéral, comme je le disais. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que la fédération puisse outiller les territoires pour répondre au mieux aux appels à projets qui peuvent être source de transformation dans le cadre de tout ce qui existe. Concrètement, ça passe pour nous par l'identification des territoires terres de jeu dans lesquels nous allons impulser, proposer des initiatives. Je parlais des espaces triathlon. Donc, c'est la valorisation de ces espaces naturels pour permettre de nager, de courir, de pédaler, en lien, je l'ai dit tout à l'heure aussi, en essayant d'avoir ces liens interfédéraux, c'est-à-dire de ne pas faire tout seul. Parce que je trouve que finalement, et ça a été dit par Hugo, la grande force qu'il peut y avoir dans ces appels à projets, c'est la possibilité de travailler à plusieurs et de se rassembler autour de… Moi, j'en ai l'expérience presque de façon hebdomadaire, c'est-à-dire l'intérêt que les collectivités ont. Et si le meilleur moyen, c'est de répondre, parce que si on n'y répond pas, on renforce, à mon avis, l'image de ces Jeux olympiques de Paris, de Seine-Saint-Denis, et on sent que les territoires, pour l'instant, parce que je sens parfois que c'est sur un fil, assez fin, se sentent concernés. Mais il faut, voilà, il faut aussi en démontrer notre capacité. Et je fais une petite extension par rapport au Comité national olympique. La dimension des crosses, des comités régionaux olympiques et des comités départementaux est essentielle. Je crois qu'il faut absolument renforcer cette notion des comités régionaux olympiques ou comités départementaux, organes déconcentrés du CNO, qui, moi, pour avoir été secrétaire général d'un comité régional olympique, ce sentiment d'appartenance au CNO, j'allais dire, est un petit peu dégradé, voilà, au sein des crosses et des GNOS. Et là, il y a véritablement quelque chose à faire, parce que ce sont ceux qui sont au plus près du mouvement sportif et de ce mouvement sportif qui est opérateur, véritablement opérateur, via les ligues régionales ou les comités départementaux, et donc aussi en lien avec les clubs. Ensuite, sur la haute performance et le paralympique, le triathlon paralympique, alors nous, on a pris une initiative justement liée à la crise Covid, comme quoi dans chaque crise, il y a des éléments positifs.
parce on a dû se réorganiser. On a pris l'initiative de mêler nos championnats de France de paratriathlon dès l'année dernière à une étape du Grand Prix de triathlon. Et les étapes du Grand Prix de triathlon, c'est 5 étapes avec les meilleurs mondiaux qui généralement sont licenciés dans les clubs français. Et nous avons pris cette initiative de regrouper ce championnat de France lors d'une étape de Grand Prix. Et ça a été une immense réussite, déjà en termes de valorisation, mais aussi par la perception que ces paratriathlètes avaient des performances sportives de haut niveau. Et quand on a eu franchi cette barrière, c'est-à-dire de reconnaître que nos paratriathlètes avaient des performances sportives de haut niveau, voire de très haut niveau, qui pouvaient être mesurées, eh bien, on s'est aperçu qu'on avait changé les regards. Alors, moi, je trouve aussi que l'initiative, dans le cadre des Jeux Paris 2024, de la notion d'une équipe de France est un aspect de communication très important, très intéressant, qui fédère, qui rassemble. Et, Une équipe de France olympique et paralympique, en fait. Oui, J'explique pour tout le monde. Avant, il y avait 2 équipes de France et là, maintenant, il n'y a plus qu'une équipe de France. et ça, c'est une notion très importante qui a un impact fort chez nos paratriathlètes. Et, nous, à la Fédération française de triathlon, nous consacrons autant d'énergie, de moyens, en termes de moyens financiers, de cadres aussi, à la performance olympique et paralympique. Voilà. Et il se trouve aussi qu'on a une équipe de France paralympique extrêmement performante. Merci Cédric. Tu as bien fait d'évoquer le rôle essentiel des structures déconcentrées du CNOSF, des CROSS, des GDOS, des CTOS. Moi, alors, j'ai rencontré les CROSS, une partie des CROSS et un certain nombre de GDOS. Et ce qui est mis en avant surtout par les GDOS, c'est quand même en effet un sentiment parfois d'isolement, parfois plus que de l'isolement. Et moi, je pense que l'enjeu, c'est aussi d'avoir un fonctionnement transversal et c'est la hiérarchie, en fait, qui crée ces isolements, voire parfois un sentiment de mépris, c'est le mot qui a été utilisé. Et en effet, la structure qui, selon moi, est la plus proche des territoires, c'est le comité départemental olympique, de la même manière que c'est souvent le comité départemental d'une fédération, la région ayant davantage un rôle de maillage territorial, de formation, en tout cas le lien direct avec les clubs. Plus ils s'organisent dans la proximité, plus on peut garantir qu'il y ait vraiment une transversalité dans la prise en compte des besoins et dans la mutualisation des réponses qui sont apportées. Alors toi, Fatima, tu n'es pas élue au GDOS de Seine-Saint-Denis, je ne crois pas, mais tu es vraiment implantée dans la vie de ta commune, dont tu vas nous rappeler le nom parce que j'ai oublié, Noisy. Neuilly-sur-Marne, voilà. Et donc, par rapport à Paris 2024, qu'est-ce que tu attendrais, toi, des pouvoirs publics et comment tu envisages la co-construction sur ton territoire d'un projet, puisque tu ne travailles pas toute seule. Quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, on travaille aussi avec des structures. Donc, comment tu envisages le travail commun sur un territoire et qu'est-ce que tu attends des pouvoirs publics ? Eh bien, déjà, une intégration de tous, pas de discrimination, l'inclusion, que en fait, tout le monde puisse alors participer, non, mais que par la suite, ça ouvre des portes. Parce que c'est très important, l'héritage justement de ces Jeux, pour que ça puisse ouvrir des portes à tout le monde. Et donc, surtout, bon, là, comme on disait, maintenant, on n'a plus qu'une équipe donc, en paralympique. Donc, ça veut dire que les personnes en situation de handicap vont participer à ces Jeux, donc ce qui est très, très important pour tout le monde, parce que c'est vrai que les personnes en situation de handicap, je ne veux pas dire qu'on les laisse à part, mais il faut les prendre en personnes, comment dire,
comme tout le monde. Et en fin de compte, même s'ils ont des petites capacités sur certaines choses, en fait, ils peuvent développer. Et je pense que de voir que des personnes en situation de handicap participent à ces jeux, ça va ouvrir des portes à d'autres personnes et aussi à d'autres sports. Parce que c'est vrai, bon, par exemple, moi, à Neuilly-sur-Marne, au niveau du club des Pâquerettes, c'est de la pratique danse. Et on essaye justement de développer d'autres sports. On a essayé, donc on essaye et on a eu des personnes qui sont venues en multi-activité, en foot aussi, au football. Donc, c'est très important parce que, comme disait Hugo, la mode des JO 2024, ben voilà, il y a le football, donc ça y est, tout le monde va s'inscrire au foot. Il y a l'athlétisme. Bon, bah, ok, on a des médaillés, c'est bien, je vais faire de l'athlétisme. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres sports, il y a plein d'autres activités. C'est la fête du sport, les JO quelque part. Et je pense que voilà, il faut que les pouvoirs publics aussi communiquent beaucoup et ne laissent pas les petites associations de côté. Voilà. Merci Fatima. Alors, on ne l'a pas dit, mais il y aura un format nouveau dans les Jeux de Paris 2024 qu'on va retrouver un peu à Tokyo sous une autre forme, c'est les Mass Events. Je ne sais pas si le triathlon d'ailleurs est concerné, Cédric, mais en gros, l'idée, ça va être le cas pour le marathon par exemple, c'est que des sportifs qui ne sont pas des sportifs sélectionnés aux Jeux olympiques vont pouvoir participer au marathon. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant du point de vue de l'appropriation culturelle, populaire. Et à Tokyo, c'est l'entrée du e-sport. Il y a 5 disciplines qui vont être concernées. Et par exemple, en cyclisme, il y aura une épreuve de e-cycling. Donc, ça veut dire que où qu'on habite, finalement, avec son vélo, on va pouvoir participer à une course mondiale dans le cadre des Jeux olympiques. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt intéressant pour rapprocher tous les sportifs, les clubs, avec les Jeux olympiques. Je ne sais pas si le triathlon est concerné par le Mass Event. Non. Donc, c'est le marathon de Paris, le marathon de Paris 2024 qui sera concerné. Hugo, tu voulais ajouter quelque chose, je crois, sur les territoires. Oui, simplement, rapidement, c'est qu'il y a plusieurs façons de mobiliser les territoires. Donc, il y a les labels, il y a les sites de compétition. Et par rapport à ce que j'évoquais dans mon introduction sur le fait que les territoires qui accueillent des compétitions sont forcément plus impactés. Et c'est sur ces territoires-là, potentiellement, quand les conditions sont réunies, il peut se passer des choses intéressantes. Donc, il y a évidemment les sites de compétition, Marseille et autres. Il y a les sites qui peuvent accueillir des délégations et les sites de préparation. Donc, il y a plusieurs façons d'y rentrer et il me semblait important de le redire. Maintenant, ça amène la question de préciser ce qu'on entend par se sentir concerné. Est-ce que se sentir concerné, par exemple, quand on accueille une délégation, ça veut dire derrière pouvoir communiquer sur le territoire d'un point de vue touristique et de créer un réseau d'offres touristiques ou de développement de structures. C'est pas la même chose que de se sentir concerné dans des quartiers politiques de la ville. C'est pas la même chose que de se sentir concerné lorsqu'on est en effet des plus petites fédérations entre guillemets, etc., etc. Et je pense que c'est aussi cette question-là qui est compliquée et qui renvoie de manière plus générale à la question de l'acceptabilité sociale de l'événement, c'est-à-dire passer de cette indifférence un petit peu générale que l'on a pu observer jusque maintenant, notamment dans les débats au moment de l'attribution des jeux, à se sentir concerné concrètement, et pas simplement de se dire bon, je suis content qu'il y ait les jeux à Paris et que finalement le drapeau français flotte pendant 2-3 semaines sur le toit du monde. En fait, c'est la transformation en fait de qu'est-ce qu'on entend par se sentir concerné. Je pense que c'est ça le principal enjeu de ces Jeux olympiques qui préfigurent aussi les prochains Jeux olympiques. Et à cet égard, ils vont être vraiment très importants et très intéressants à suivre. Les prochaines Olympiades vont clairement s'appuyer sur le travail qui a été mené dans le cadre de Paris 2024 pour des Jeux plus durables, plus soutenables et plus résilients. Alors Cédric, il y a Philippe Stom qui est nouveau président du CDOS 93 qui a réagi là, à vos propos. Et, comment envisager finalement la participation concrète ou l'implication concrète des CDOS dans le projet olympique?
Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que tu as une réponse à ça, pardon? Non, je vais pas mentir, j'ai pas de réponse. C'est plus, le fruit d'une expérience. C'est-à-dire que, hem, moi, l'expérience que j'ai vécue au sein d'un cross où les GDOS étaient associés, c'est en fait de percevoir que, je vais peut-être même me dire quelque chose, d'assez fort, mais j'ai eu le sentiment que, avec mon expérience fédérale, que les crosses ou les GDOS arrivaient plus facilement à rassembler le mouvement sportif que n'importe qui d'autre. Parce que, et où on sentait véritablement, heu, la la communauté de bien. On parlait véritablement, de sujets qui rassemblaient, de questions en y répondant de façon pragmatique et concrète, voilà. Donc, je suis attentif dans les différents programmes qui sont proposés, de cette question de proximité, de cette question du lien des instances, et de leur meilleure représentativité. Peut-être que je vais me risquer, à une proposition, mais, évidemment, le Comité national olympique, il laisse la place aux fédérations olympiques, d'une façon importante. Mais c'est aussi un organe qui a des organes déconcentrés et peut-être que la place des organes déconcentrés, au sein du Comité national olympique est pas suffisamment forte et présente. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'à l'échelle d'un territoire, le rôle d'un GDOS et d'un CROSS, c'est vraiment d'animer finalement la politique partagée, les projets partagés auxquels on faisait référence tout à l'heure. Et ce qui est certain, en tout cas, moi, je le constate aussi du point de vue de ma fédération, c'est que très souvent au niveau local, ça se passe très bien et ça se passe surtout de manière concrète avec les autres fédérations parce qu'il y a des publics en commun, il y a des clubs en commun et donc il y a des envies de mener des projets ensemble. Et en fait, on ne va pas se questionner pour savoir si telle fédération est plus importante que telle autre, parce que ce qui compte, c'est vraiment de construire ensemble. Et pour moi, voilà, le GDOS, le GDOS et le CROSS à une autre échelle doivent vraiment doit pouvoir jouer ce rôle d'animation et les pouvoirs publics doivent pouvoir s'appuyer évidemment sur ces structures déconcentrées. Moi, ça me paraît important. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Euh, je vais, Fatima, si tu le permets, d'abord redonner la main à Hugo sur la question des propositions concrètes. Alors certaines ont déjà été données, hein, notamment par Cédric dès sa première prise de parole, mais quelles seraient les propositions pour un héritage au service de toutes et tous? Euh, le message principal, qui est aussi, c'est le message que j'ai envie de nous donner aujourd'hui parce qu'il est en lien avec mes objets de recherche, en fait, hein. C'est par cette entrée là que je m'intéresse à ce sujet. C'est vraiment cette question de l'acceptabilité sociale ou de la démocratie de manière plus générale, remettre de la démocratie, recréer du lien, du liant. Et ça a été un petit peu dit, hein, par les deux autres intervenants aujourd'hui. Je crois qu'on est un peu en phase là-dessus. Notamment pour sortir de ce schéma de défiance, parce qu'en créant de l'espérance, on crée aussi des déceptions et de fait de la défiance. Et on est dans un cercle vicieux assez compliqué. Donc plus on arrivera à co-construire, plus on arrivera à être dans une démarche plus ascendante, et je pense que mieux ce sera. Il y a ensuite la question de l'inclusion de la filière sportive. C'est des sous-points de ce thème général de l'intégration des acteurs. Les acteurs, comme je le disais, sont spécialistes de leur territoire, ils connaissent parfaitement. Et aujourd'hui, c'est compliqué quand on va interviewer des acteurs de clubs sportifs qui travaillent au quotidien depuis des années en Seine-Saint-Denis et qui me disent en l'occurrence, je n'ai pas l'impression d'être inclus dans le cadre de Paris 2024. Pourtant, ce doit être les jeux d'une vie.
ça doit être l'événement d'une vie. Quand on est sportif, les Jeux, c'est l'événement d'une vie. Et ça, c'est dangereux. Et il y a une vraie peur de la frustration, en fait, une peur de se réveiller en 2025 et d'être passé un petit peu à côté. Donc là, pour le coup, je me fais le porte-voix sans trop d'interprétation de ces propos. C'est quelque chose que j'entends. Ensuite, c'est se méfier un petit peu, à la fois, c'est l'outil principal, mais aussi se méfier de la logique des appels à projets, parce que finalement, c'est quelque chose qui peut un peu tarir aussi ce terreau et ce côté plus ascendant. Forcément, la logique d'appel à projet a tendance à renforcer encore les associations qui sont les plus solides pour pouvoir remplir et répondre aux exigences technocratiques. Et de fait, continuer finalement à travailler avec des réseaux qui sont déjà établis. Et si on veut, là encore, être dans une démarche un petit peu plus large, peut-être qu'il faut se questionner sur cette logique-là, ou l'appréhender en tout cas de manière peut-être plus nuancée ou complémentaire. Et puis la dernière chose que j'évoquerai, c'est peut-être la prise en compte des impacts négatifs. L'héritage, je n'ai pas donné de définition précise parce que, comme je l'ai dit, elle est assez difficile, débattue. Bon, il y en a une qui fait un peu comment dire, consensus, qui est l'ensemble des effets planifiés ou non qui peuvent avoir un impact sur le moyen ou le long terme, positif ou négatif. Bon, et je voudrais insister là-dessus, l'héritage, il peut aussi être négatif, malheureusement, et peut-être que prendre plus en compte aussi ces effets-là, de manière un petit peu plus transparente, sans faire comme s'ils n'existaient pas, en fait, en essayant de les masquer, mais plutôt vraiment en les adressant et en essayant de répondre en fait à l'opposition et à la contestation qui est montante. Parce qu'encore une fois, elle est peu présente en France, cette contestation. Elle a existé, mais elle est peu présente, elle s'est peu fait entendre, mais elle a été majoritaire dans toutes les Olympiades partout dans le monde. Donc il n'y a absolument aucune raison qu'à un moment donné, on va se rapprocher des Jeux. La situation sociale en plus ne s'arrange pas. Il n'y a aucune raison que ces contestations-là ne refassent pas surface. Donc voilà, avoir une démarche beaucoup plus transparente, mais c'est d'une certaine manière ce que fait le CIO avec un certain nombre d'initiatives, aller sur l'observation du vide, de pistes contre-intuitives, être plus nuancé dans son approche en sachant que oui, le sport peut beaucoup de choses, mais le sport malheureusement n'est pas la réponse à tous les maux de la société. Et pour ce faire, je prêche pour ma paroisse, s'appuyer sur la recherche pour cela, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés par plein de collègues partout en France et dans le monde qui produisent des savoirs sur ces questions et qui méritent d'être lus et connus et sus. Oui, être lucide, donc, si je devais Voilà. résumer. Fatima, s'il y a une chose un message que tu voudrais passer au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce serait lequel? Alors, un message, c'est le sport avant tout, pour tous, c'est s'épanouir, c'est se faire plaisir. Donc, bien sûr, au JO, il y a l'aspect performance, être le meilleur, mais il n'y a pas que ça. Et puis, changer aussi le regard de notre société sur le handicap. Donc, toi, tu aimerais après les JO, il y ait un regard nouveau sur le Sur le handicap. handicap, tout à fait. Et Cédric, alors, tu as déjà fait part de plusieurs propositions, en tout cas des pistes sur l'après Paris 2024, mais s'il y en avait une que tu n'as pas dite, ce serait laquelle, peut-être plus par rapport au pouvoir public, au-delà de la responsabilité du CNOSF? Bah, justement, j'aurais renforcé un peu le clou sur le CNOSF Vas-y. parce que je pense que cette question de l'héritage, elle a été le Paris 2024 s'en est saisi, a impulsé un certain nombre d'actions. Moi, ma crainte, mais mon sentiment, c'est que Paris 2024 va être maintenant engagé dans la livraison des Jeux. Et cette livraison, elle va demander beaucoup d'engagement. Et j'allais dire, c'est la mission première du comité d'organisation, que les épreuves se déroulent et que ça se déroule de la meilleure façon possible. Et je me dis que si le mouvement sportif, et notamment via le CNO, ne s'empare pas de cette question de l'héritage, de rassembler, c'est-à-dire de faire vivre, de créer la dynamique, mais de s'engager aussi dans des propositions concrètes qui rassemblent les fédérations, l'ensemble du mouvement sportif,
voilà, on risque de passer à côté de quelque chose parce que pris par la livraison des jeux, ce qui va vite arriver maintenant, je ne suis pas sûr que le COJO ait la force tout seul de mener cette question de l'héritage. Surtout dans le contexte que l'on connaît et qui a paralysé une partie de l'espace et une partie du temps quand même depuis 18 mois. Donc, je partage pleinement ce que tu as dit. Alors moi, je vais du coup, pour finir, enfoncer le clou cette fois sur les pouvoirs publics pour dire que il serait temps, alors on n'avait certainement pas besoin de Paris 2024, mais Paris 2024 doit être l'occasion enfin d'avoir une véritable loi de démocratisation des activités physiques et sportives en France qui parle de PS, qui parle de bénévolat, qui parle de vie associative et qui ne soit pas seulement, même si c'est important, sur les enjeux liés à la gouvernance des fédérations et je pense que on aura manqué le rendez-vous de Paris 2024 si on n'a pas cette loi et si on n'a pas enfin, alors certains me disent que c'est un serpent de mer, mais comment peut-on renoncer à des moyens publics aussi pour le développement du sport associatif sur tout le territoire et donc on ne peut pas rester avec ce 0,14% du budget de l'État. Et voilà, alors les 1%, ils sont réclamés depuis longtemps, mais il y a 40 ans, il y avait 0,76% quand même. Donc plus ça va, plus on régresse. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi le moment ou jamais d'avoir une exigence très forte à l'égard des pouvoirs publics sur la reconnaissance du sport associatif dans sa diversité. Voilà, on a dépassé le temps de 2 minutes. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je voulais également remercier, comme c'est la dernière, Nicolas Gérard qui m'a accompagné d'un point de vue technique sur l'ensemble de ces rencontres et Bisport avec Boris. Voilà, Bisport m'a gracieusement mis à disposition et l'espace et les ressources humaines pour organiser toutes ces rencontres. Donc voilà, je voulais les remercier et puis vous dire qu'il y aura des actes de toutes ces rencontres, évidemment, qui j'espère ont été très riches et ont rassemblé entre 500 à 700 personnes, mais on aura les chiffres très bientôt. Donc merci beaucoup à vous et très bonne semaine. Au revoir. Au revoir.